Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. On est là pour parler de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Salut à toi, les Miker. Bonjour à toi, bonjour à tous, et il est enfin arrivé cet épisode 3 de la saison 8, celui qui était peut-être le plus attendu qui soit. Son titre, La Longue Nuit, The Long Night, réalisé par Miguel Sapochnik, qui a déjà réalisé la bataille des bâtards, et comme tu me le disais en off, c'est aussi le directeur artistique de Trainspotting. Donc la classe, clairement, voilà. Et dans cette vidéo, on va vous donner d'abord notre avis, puis ensuite on va faire une analyse avant de faire un point complet sur les marcheurs blancs et sur les victimes de cet épisode. Mais avant, on voulait juste préciser que si nous ne sommes pas côte à côte sur le canapé, c'est pour des raisons professionnelles malheureusement. On se retrouve autant que possible sur le canapé, on a hâte de s'y retrouver hein, sur ce fameux divan. On voulait également vous remercier pour votre engouement et les très nombreux messages autour de ces dernières vidéos sur GOT, et aussi vous remercier pour les 80 000 abonnés. D'ailleurs, si vous qui nous regardez, vous n'êtes pas abonné, ben peut-être contribuez, faites partie de l'aventure, et peut-être qu'un jour nous atteindrons ce doux rêve des 100 000 abonnés. Mais nous n'y sommes pas. Là, on est où? On est pour l'épisode 3. C'est parti. On va donc commencer par notre avis et pour ça, je commence si tu me permets, Ker. Pour l'avis, je suis divisé. C'est un très bon épisode, mais un épisode qui, comme toute cette saison 8, porte énormément de poids sur les épaules. Cette bataille, on l'attendait. Les producteurs l'ont teasé comme étant la plus grande bataille jamais vue de mémoire de télévision. Et donc forcément, on en attendait quelque chose de grandiose. Et est-ce que c'est grandiose? Alors, plein d'éléments sont grandioses. Il y a très clairement, l'épisode est magnifique. Vraiment, je regardais l'épisode là, pour préparer cette vidéo. Très concrètement, image par image, il y a vraiment énormément de ces plans qui sont des peintures. C'est vraiment magnifique le travail qui est fait par le directeur photo, donc qui utilise vraiment la lumière des flammes pour éclairer plein de plans. J'ai trouvé que vraiment que c'était magnifique. Mais pourquoi avoir mis un filtre noir? Pas possible. Si tu as en image, ma chère Daniel, il y a une image qui s'appelle avec étalo et sans étalo, et vous verrez la différence. Le avec et donc en fait toutes les images que vous voyez, on vous a fait le cadeau de vous corriger parce qu'on ne voyait rien. J'ai essayé de regarder donc je suis sur ECS. J'ai regardé avec l'appli sur ordi, je ne voyais rien. Et ça c'est la version sans étalo et avec étalo. Voilà, donc autant vous dire que le décor, vous le voyez que dans la version avec étalonnage, sinon vous le voyez pas. Et c'est vraiment marquant, il y a plein de moments où on ne voit rien du tout. Donc ils font des plans magnifiques, mais on ne voit rien du tout. Sur l'appli OCS sur mon téléphone, je voyais rien. Il a fallu que je regarde sur ma grande télé avec tous les paramètres mis à fond pour que je puisse vraiment deviner tout ce qui se passait. Ça, c'est quand même sacrément dommage. Alors la raison, elle est simple. C'est tout simplement qu'en fait, ils avaient les envies de faire une bataille qui avait la taille du gouffre, de la défense du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux, mais avec les moyens d'un très gros épisode de télé. Forcément qu'il y a des endroits, en fait, ils ne peuvent pas montrer les troupes parce qu'ils n'ont pas le budget pour qu'elles existent. Et en ça, c'est un dommage, mais c'est un dommage que je retiendrai pas parce que l'épisode, je le trouve magnifique. Il y a des temps forts, il y a une succession de temps forts extrêmement marquants. Il y a vraiment plein de plans marquants. Je suis sûr que par exemple, le petit plan où vers la fin de la bataille, vous avez Sam qui donne plein de coups comme ça. Il y a plein de moments qui, je pense, seront des choses qu'on retiendra. Le moment où Brienne donne des coups. Il y a vraiment énormément de moments forts, forcément Arya à la fin. Mais tous ces moments-là sont un petit peu gâtés par cette impression constante de c'est la mort et c'est inéluctable. Et en fait, on en reviendra sur l'utilisation des marcheurs blancs dans la série. L'épisode est vraiment construit comme les marcheurs blancs déroulent leur plan. Tout espoir doit être cassé. Le seul moment où on a une musique rapidement qui donne des tons d'espoir, c'est quand Arya arrive sur les remparts. Mais globalement, chaque coup de hasard
est de nouveau mis par terre. Enfin, chaque coup qui pourrait donner de l'espoir est mis par terre. Je prends l'exemple de Daenerys, quand elle veut brûler le roi de la nuit, j'allais dire le seigneur de le roi de la nuit, eh bien, en fait, c'est pareil, on retire l'espoir. Et plutôt que d'avoir des rebondissements qui seraient donc des changements, les chevaliers du Val qui arrivent dans la bataille des Bactars, qui sont là pour sauver Jon Snow, bah là, au contraire, chacun de ces coups d'espoir est cassé. On a vraiment la sensation que cette mort est inéluctable. Alors je comprends scénaristiquement pourquoi, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de contre-coup. Par exemple, j'imaginais Bran qui d'un seul coup se mettait son esprit dans des milliers d'animaux et que du coup les animaux seraient venus pour essayer alors je parle pas de criquets, hein, je parle de loups, je parle d'ours, et seraient venus dans cette bataille. Alors peut-être qu'ils auraient pu être de nouveau complètement renversés par les morts, mais ça manque d'éléments qui donnent de l'espoir, qui est cassé, l'épisode est trop direct dans ce qu'il nous dit, c'est que le roi de la nuit est surpuissant. Voilà, mais on en reparlera tout du long. Donc c'est vraiment un épisode qui parfois est incroyable, parfois est un petit peu décevant, mais je pense que quand on utilise le terme décevant, c'est parce qu'on attend tellement plus de Game of Thrones que de n'importe quelle autre série, que je pense que la différence, elle est là. Parce qu'en fait, cet épisode, il est incroyable pour n'importe quelle série. J'ai jamais vu une bataille comme ça dans une série. Alors, je préfère peut-être un petit chouille la bataille des bâtards à cette bataille, parce que les retournements, parce que ce côté... on ne sait pas ce que ça va donner, là où ici, j'avais moins de doutes. Donc voilà, donc c'est vraiment un épisode qui restera dans les mémoires, mais un épisode qui n'a pas réussi à vivre jusqu'au niveau de sa hype, je pense. Et puis deux éléments restants, évidemment, je pense à Jon Snow qui a vraiment eu beaucoup moins d'impact que ce que je pensais. On le voyait Azor Ahai, chevalier de la lumière, et puis non, c'est vraiment une déception. On a la sensation que Jon, du coup, sera plutôt dans son rôle politique, mais ça on en parlera juste après. Et puis la très bonne surprise de l'arrivée de Mélisandre, actrice qui, si je ne me trompe pas, avait dit qu'elle serait là dans le dernier épisode de la série, et du coup on l'imaginait pas pour cet épisode, et ça a donné une belle surprise. Et globalement, alors oui, ceux qui suivent la chaîne savent qu'on avait prévu la mort des marcheurs blancs à cet épisode, donc ça fait que oui, on était un petit peu préparé, et notamment, et ça c'est à mon avis un problème tout simplement de la communication. On sait que les créateurs, les showrunners veulent communiquer le moins possible, et le peu de communication qui avait été en place nous avait déjà donné cet indice. Alors pour rappeler pour ceux qui n'avaient pas vu nos autres vidéos, en fait toute la communication de la série n'était que sur le trône de fer. Qui était sur le trône de fer? Qui finirait sur le trône de fer? Et donc forcément, si le seul débat qui est mis en exergue dans la communication, c'est qui arrive sur le trône de fer, c'était plus logique que ce soit un débat d'humains plutôt que est-ce que les marcheurs blancs tueront tout, parce que globalement le trône de fer, ils n'avaient pas l'air d'être très intéressés, et du coup ça donnait suffisamment d'indices, ça plus les trailers, pour en arriver là. Donc un petit moins sur la promotion, mais bon, après c'est vrai que c'est des petites pastilles, c'est des éléments dont on a besoin pour justement se remettre à goût toute la série. Enfin bref, qu'est-ce que toi tu en as pensé, mon cher Kerr? Alors pour moi, j'aimerais juste rappeler que l'épisode précédent, l'épisode 2, est un épisode que j'ai absolument adoré. Il y avait tout dans ce second épisode. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait des intrigues politiques, le jeu des acteurs, les dialogues, tout était parfait, je trouve. Et j'attendais énormément cet épisode 3. Je pense que j'ai jamais autant attendu un épisode de ma vie. Alors quand c'est dans la même semaine qu'Avengers Endgame, c'est vraiment la fête. Et ben cet épisode 3, c'est un j'ai envie de dire très bon épisode de GOT, mais pas un épisode exceptionnel parce qu'il a des lacunes que je vais aborder dans quelques secondes. Mais avant, j'ai envie de parler de ce qui est positif parce que, comme je l'ai dit, c'est un très bon épisode de GOT tout de même. Alors, c'est un épisode qui est incontestablement soigné, hein, la mise en scène est très propre, c'est indéniable. Comme tu parlais de photos, je te rejoins complètement là-dedans. Il y a certains plans qui cassent tout, hein. Je pense à la charge, entre parenthèses, stupide
fermez la parenthèse, des Dothraki, ou bien sûr le départ de Mélisandre qui conclut l'épisode, je trouve, d'une superbe manière. Il y a beaucoup d'émotions, on a forcément un petit peu de tristesse quand certains personnages tombent, parfois de l'effroi, hein, concernant Lyanna Mormont par exemple, beaucoup de peur aussi, hein. Il y a un des créateurs de la série qui avait parlé davantage de survival horror. Je dis super bien avec mon super anglais. Et en fait, je le rejoins globalement. C'est un épisode qui avance, enfin. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que dans les 2 premiers épisodes, ça avançait pas. Bah là, pour le coup, ça a avancé énormément. C'est un épisode qui est long, enfin, j'ai envie de dire, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé toutes les petites références aux saisons précédentes, notamment autour des prophéties avec Mélisandre, Beric, Arya. Et puis il faut quand même reconnaître qu'il nous avait promis un épisode de bataille, une grande bataille. On l'a eu, donc il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Mais ça me permet aussi de faire un lien, une petite transition parfaite vers ce que j'ai trouvé de moins réussi dans cet épisode. Parce qu'au final, cet épisode 3, ils l'ont beaucoup trop teasé. Ça fait des mois qu'on en entend parler. Ils ont mis plus de 2 mois à tourner cet épisode. Les acteurs ont énormément souffert lors de ce tournage. Imaginez un petit peu Varys et Tyrion, les pauvres ont été enfermés pendant plus de 2 mois dans une crypte, les pauvres. Mais dans les faits, ils l'ont tellement vendu qu'on s'attendait à un truc absolument incroyable. Et la bataille est très réussie, soit, mais ça n'est pas à mes yeux la meilleure bataille de la série. Je pense que la bataille de Hanera est très au-dessus. Alors déjà, la bataille de Hanera dans le livre, c'est incroyable, mais dans la série, il l'avait vraiment réussi, et notamment parce qu'elle était sublimée par des passages de dialogue qui étaient très réussis, par exemple avec Cersei. Là, dans cet épisode, c'est un petit peu, c'est moins le cas. Et puis surtout dans cet épisode, l'épisode en lui-même est très et je trouve assez prévisible. Le 31 mars, comme tu le disais, on avait sorti une vidéo sur la fin des Marcheurs Blancs. On s'était basé sur ce qu'on avait vu, c'est-à-dire la promo qui était très axée sur le trône, sur le fait que l'épisode 3 qui était teasé de ouf allait forcément avoir des choses très importantes dans la série, et il était en plein milieu de saison. Donc pour nous, c'était une évidence qu'il allait se passer quelque chose, et c'était pour nous devenu presque une évidence que les Marchands Blancs sautaient dans cet épisode 3. Ça s'est confirmé. Alors, en effet, nous, on avait énormément réfléchi, trituré la série dans tous les sens. Donc, forcément, à force de faire ça, on peut être amené à être déçu quand on a raison. Mais je trouve que cet épisode n'a pas pris assez de risques. Les personnages qui meurent sont finalement des personnages secondaires qui avaient une cible sur la tronche et un message qui passait comme ça: attention, je vais mourir dans l'épisode suivant. Et c'est arrivé. Et moi, par exemple, je suis très déçu de la mort de Théon. Et à côté de ça, ils n'ont pas tué de Cador. Et pourtant, je pense que dans cet épisode, et après l'avoir vu, il y avait vraiment moyen de tuer des personnages importants, comme par exemple Tyrion dans les cryptes. Moi, j'aurais bien pas moi personnellement, je suis pas sadique, mais j'aurais bien vu par exemple Tyrion mourir juste après la scène du baiser sur la main à Sansa. Donc voilà, ou Arya par exemple, elle peut tuer le Night King, mais après par exemple ça te fait embrocher et puis elle meurt de ses blessures. L'absence de personnages majeurs parmi les victimes, je pense, ne va pas permettre à cet épisode de lui donner toute la force qu'il aurait mérité. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Puis il y a des facilités scénaristiques aussi, il y a des petits éléments perturbants qui sont compréhensibles, hein. Je ne suis pas en train de jeter des cailloux sur la série, loin de là, je l'adore. Mais par exemple, la charge des Dothraki, c'est un what the fuck complet. Mais tous ces éléments-là ont une justification, tu en parlais, c'est le budget. Et le gros problème de l'épisode, je te rejoins complètement, c'est que l'épisode est beaucoup trop sombre. Et il y a énormément de scènes où on ne voit pas suffisamment pour pouvoir apprécier ce qu'ils sont en train de nous montrer. Et tout ça, c'est une question de budget. Et je pense que la scène des Dothraki l'illustre à merveille, puisqu'en fait, ils balancent les Dothraki, qui sont donc des cavaliers, et ça coûte cher, hein. Il faut payer, bien évidemment, les chevaux, l'entretien, tout le staff qui est avec eux, et puis aussi les assurances. Et puis au niveau numérique, quand il faut les dupliquer, c'est extrêmement compliqué à réaliser, et puis également coûteux. On l'avait vu, si vous avez regardé par exemple des making-of du Seigneur des Anneaux, pour ce qui est de la bataille du champ du Pélénor avec les troupes de Théoden ou les orques par exemple, ils ont eu énormément de difficultés à faire tout ça. Donc c'est en effet un budget
que ne pouvait pas se permettre la série. Mais comme je disais, donc la scène des Dothraki, ils balancent les Dothraki, donc ils sont sur des chevaux, ok, mais ils balancent aussi Ghost, qui lui aussi est un élément de la série qui coûte cher en effets spéciaux. Donc là, pour le coup, pour moi, ça symbolisait vraiment cette limite budgétaire de la série. Après, on va pas lui reprocher. Il y avait vraiment dans cet épisode, je trouve, beaucoup de passion. Ils y ont mis tout leur cœur, et même si c'est pas parfait, c'est très saluable. Voilà. Et c'est parti maintenant pour l'analyse, et on commence par le début de l'épisode avec une préparation dans le calme assez étonnante puisqu'il n'y a pas de musique dans les premières secondes de l'épisode. Alors moi j'ai été très attentif aux premiers personnages qui apparaissent dans l'épisode 3 parce que je me suis dit que peut-être il y aurait un clin d'œil et que ça serait des personnages qui allaient mourir dans l'épisode. Je vous fais la liste. Le premier c'est Sam, ensuite c'est Lyanna, Tyrion, Bran et Théon. Bref, bah non, c'était pas du tout des indices, même si Lyanna et Théon, bah, ils n'ont pas survécu, les pauvres. Alors ce que j'ai trouvé moi très intéressant dans les premières secondes de l'épisode, c'est qu'on retrouve l'immense majorité, une énorme partie des images qui ont été utilisées dans le trailer et le teaser. Alors en voyant ça, je me suis dit, bon bah, c'est cool, on va avoir une flopée de surprises. En effet, c'est arrivé. Et la première des surprises, c'est bien sûr l'arrivée de Mélisandre. Alors elle arrive là, tranquillou, bilou, elle a été déposée en Uber. Elle savait que c'était le moment où il fallait venir. Personne la gronde, hein. Vous savez qu'elle a été chassée du Nord et que Jon a dit que si elle revenait, il allait les zigouiller. Là, forcément, un petit soutien d'une prêtresse rouge. Même quand on a eu une petite embrouille avec elle, eh ben, ça ne se refuse pas. Mélisandre arrive et elle enflamme les épées des Dothraki, merveilleuse scène. Et là, il y a un bug. Là, il se passe un truc. Les Dothraki, ils n'ont pas dû comprendre. Les Dothraki, on a dû leur dire que s'ils étaient les premiers à y aller, ils avaient la solde qui était doublée. Il y a dû y en avoir un qui a dû dire "Eh les mecs, je suis Prums", et qui est parti. Et les autres ont dû se dire "Non, non, c'est pas toi qui es Prums, c'est moi". Ils sont tous partis. La charge des Dothraki, militairement parlant, et je ne suis pas général, et vous peut-être non plus d'ailleurs, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est une cavalerie légère, et les cavaleries légères ne font pas de charge. Ce sont les cavaleries lourdes, et ça, merci à la personne qui l'a dit sur Twitter, dans une discussion après un de mes tweets. Et en plus, là, ils chargent sans savoir qui est en face. Parce que dans les faits, on ne voyait pas qui était en face, sans savoir si le Night King était tranquillement sur son poney volant cracheur de feu. Donc, il y a un vrai problème. Par contre, il faut bien reconnaître qu'une fois qu'on a laissé de côté l'énormité de la charge des Dothraki, la scène est magnifique avec les lampions, hein, les lucioles qui s'éteignent au loin petit à petit et le visage décomposé des différents personnages. Et en particulier celui de Jaime, c'est très réussi. Alors notons également que Mélisandre dit Valar Morghulis à Vergris. À ce moment-là de l'épisode, Vergris avait vraiment lui aussi la cible "tu vas crever mec" dans l'épisode. Donc là je me suis dit ok, Vergris c'est tout de suite. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une petite minute de silence pour Vergris et ensuite j'ai repris l'épisode. Finalement il n'en était rien. Mais ce qui est très intéressant à noter quand même dans cette scène et avec l'arrivée de Mélisandre, c'est qu'on a un premier indice de ce qui va arriver par la suite. Mélisandre regarde très rapidement Arya, donc voilà. Et donc on a la fameuse charge des morts qui arrive donc sur les armées, sur l'host humaine qui est présente devant Winterfell. Et là en fait on a une incompréhension, on a les humains qui sont prêts à préparer une petite bataille rangée. Et à côté de ça on a World War Z sans Brad Pitt qui court vers eux, qui sont juste là pour tout démolir. C'est un raz-de-marée. Et en fait ça... Quand on avait entendu parler que Mance Rayder avait une armée de 100 000 hommes, qui avait été complètement décimée justement par les marcheurs blancs, que les marcheurs blancs ont siphonné tout ce qui se passait sous le mur, qu'ils avaient récupéré toutes les maisons qui n'étaient pas venues à Winterfell, on pouvait imaginer que ce serait effectivement un raz-de-marée, et c'est exactement ce qu'on a eu. Alors, encore une fois, sur cette partie, les trucages, pas trucages, en fait, oui, ce noir complet permet de ne jamais montrer l'armée globale des marcheurs blancs, mais je trouve que c'est en soi une bonne chose, parce que, justement, ça permet de ne jamais vraiment savoir quelle est la taille des forces, et donc de se donner l'impression qu'elle est illimitée, et qu'il peut y avoir vague sur vague, et qu'en fait, la mort est inéluctable, et je pense que cette problématique d'effets spéciaux en fait, est une force de l'épisode, et on voit vraiment cette incompréhension sur le visage des humains quand ils voient ce raz-de-marée arriver.
On a, pendant ce temps-là, évidemment, comme le montre Daniel à l'image, on a donc les marcheurs blancs, donc les vrais White Walkers et pas les morts qui les ont ressuscités, les marcheurs blancs qui sont tranquillement en train d'attendre de l'autre côté de la forêt. Eux, pourquoi est-ce qu'ils prendraient le moindre risque pour vraiment, alors qu'ils ont de la chair à canon à n'en plus finir. Il est à noter la défense incroyable des Immaculés qui ont l'air d'être les seules troupes vraiment valables pour la défense du coup de Winterfell. Et petit trivia, en fait, il y avait déjà eu une petite vidéo qui avait été mise en un film d'animation par l'équipe HBO en bonus des DVD où on voyait déjà une défense de ville faite par les Immaculés qui les défendaient de la même manière que celle qu'on voit dans cette bataille. Et justement, c'était les Immaculés qui avaient réussi à repousser des armées de Dothraki qui étaient quasiment, je crois, 10 fois, je vais peut-être dire une bêtise, qui étaient 10 fois supérieurs aux autres. Et c'est effectivement ce qu'on voit là, c'est vraiment les Dothraki, les Immaculés qui arrivent à tenir la ville. Les dragons sont obligatoirement utilisés. Alors on ne savait pas s'ils allaient les garder au sol de peur du lancer de javelot incroyable du roi de la nuit, mais ils sont obligés de les utiliser, sinon les forces de Winterfell seraient complètement dépassées. Et là, on a des plans magnifiques qui sont montrés avec les dragons au-dessus. Tu as l'image, ma chère Daniel, donc où on voit donc les dragons avec cette tempête qui est appelé par le roi de la nuit. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut commander les forces de la nature. Il peut ressusciter les morts. Mais c'est incroyable. En tout cas, les plans, je trouve, sont sublimes de l'arrivée de ces dragons. Et donc, du coup, on a Daenerys et Jon qui sont en l'air et qui ne savent plus où aller. C'est vraiment très réussi. Les dragons qui donc sont rendus complètement inutiles en fait avec cette tempête, ils ne peuvent pas attaquer les forces au sol et du coup ils ne peuvent même pas allumer donc les fameuses tranchées que demandent les soldats sur Terre. Et là, en fait, heureusement qu'il y a Mélisandre. Alors, il y a un plan, moi, que j'ai trouvé un petit peu marrant. C'est ce moment où ils essayent tous de les allumer. Et en fait, à chaque fois, il y a un mort qui arrive pour les plaquer. On a l'impression qu'on est dans une vidéo un peu rigolote sur du football américain. Mais évidemment, là, l'arrivée de Mélisandre. Alors, deux éléments scénaristiques. Un, stylé, l'autre moins stylé. Le premier, donc, c'est l'arrivée de Mélisandre qui va donc du coup appeler son Lord of Light pour du coup allumer et protéger Winterfell par les flammes, mais également un élément scénaristique un peu plus dommage, c'est que d'un seul coup la magie fait qu'il y a presque plus de zombies autour d'eux. Alors vous pourrez me dire ils sont protégés par les tranchées autour d'eux, mais quand on regarde les plans un peu larges, ils sont justement sur un des passages où ils auraient pu passer. Donc en tout cas très, très réussi l'effet. Et puis évidemment, comme toujours, eh bien, un élément d'espoir, l'espoir est cassé, les zombies n'ont qu'à tout simplement utiliser leur corps pour faire une petite une butette, comme on dit de par chez moi, et du coup enfin pouvoir attaquer de nouveau Winterfell. Et du coup, eh bien, on voit également que Jon s'est posé. Alors, on pourrait se demander pourquoi Jon n'a pas allumé lui également les tranchées, mais pourquoi pas. Et évidemment, donc ça y est, le combat arrive sur les remparts. Les remparts, c'est Caer qui vous en parle. Alors en effet, hein, c'est la grande fête à Winterfell puisque donc les remparts sont assiégés. Alors dans ce grand brouhaha cosmopolite, eh ben, on a Ed la douleur qui y passe. Alors en essayant en sauvant d'ailleurs Sam. D'ailleurs c'est assez marrant. Dans cet épisode, beaucoup de personnages vont se sauver les uns les autres. Ed, qui était quand même, il faut le souligner, le 999e Lord Commander de la garde de nuit. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, le prochain devrait être le 1000e. Alors, ça devrait être un mandat qui va être largement disputé, hein, parce que c'est quand même la classe d'être le 1000e Lord Commander. Alors dans cette scène-là, ce qui est intéressant à retenir, c'est bien évidemment la mort de Lyanna Mormont, qui se fait dézinguer par un géant. Alors on se demandait combien de géants allaient arriver dans cet épisode. C'est une des petites déceptions, il faut bien le reconnaître. Il n'y en a qu'un. Et il fait mal, il se bat contre Lyanna. Lyanna qui arrive à la tuer. Alors c'est la mort peut-être la plus marquante hein, de cet épisode, hein, si on enlève bien évidemment la mort du Night King. Même si personnellement je trouvais que le Night King était quelqu'un d'assez froid.
Mais là, Lyanna, vraiment, c'est un personnage badass. Petite anecdote, elle ne devait apparaître que dans un épisode de la série, mais l'actrice a tellement bien joué. Et il y a eu ensuite tellement des bons retours sur ce personnage qu'elle est revenue. Hein. Mais malheureusement, bon, bah, elle finira pas la série. Donc voilà, alors dans cet épisode, dans cette phase pardon, des remparts, un des éléments qui moi m'a marqué, c'est la panique du limier. J'ai eu un peu de mal à comprendre. Le limier, on l'avait déjà vu paniquer, c'était pendant la bataille de Hanera. Là, bon, j'étais un petit peu étonné. Il est quand même sauvé par Arya et une de ses flèches. Arya qui nous fait un festival sur les remparts devant Davos. Alors là, je me dis, celle-là, pour la tuer, il va falloir s'accrocher. Notons quand même que la retraite s'effectue après 20 minutes d'épisode seulement. Et nous avons, comme tu le disais si bien, cet épisode du fossé enflammé avec Mélissandre qui, moi, m'a également fait marrer. Passons maintenant à l'intérieur du château. À l'extérieur, ça n'a pas l'air très sécure et puis il fait un peu froid. Et on va analyser ensemble plusieurs scènes marquantes. Alors d'abord, la première, c'est la discussion entre Arya et Mélissandre. Sachez que c'est la 537e prise que je fais pour vous expliquer tout ça. J'espère que ça va aller et que c'est la bonne. Donc Arya et Mélissandre s'étaient dit adieu dans la saison 3 avec un nous nous reverrons de Mélissandre. Elle lui avait expliqué qu'elle allait au cours de son périple, Arya, fermer des yeux marrons, des yeux verts et aussi des yeux bleus. C'était une référence aux marcheurs blancs et potentiellement au Night King. Mélissandre et Arya se revoient et en fait c'est un élément extrêmement important parce que Arya comprend en la revoyant que Mélissandre dit vrai et donc que son plan, celui de tuer le Night King, est le bon. Et elle reparle d'ailleurs des yeux bleus. Et on a aussi une autre référence aux épisodes précédents, et en l'occurrence à Syrio Forel de la saison 1 avec le Not Today. Donc voilà. On a aussi la longue scène d'Arya dans les couloirs qu'on voyait notamment dans le trailer. Et on a un élément important sur la prophétie, c'est la mort de Beric Dondarrion. Beric s'est sacrifié pour protéger Arya. Il l'a fait en fait, c'était son destin. Voilà, il a été réanimé à plusieurs reprises, l'ami Beric, dans le but vraiment de protéger Arya pour qu'elle puisse tuer le Night King. D'ailleurs, la venue de Mélissandre, si on réfléchit bien, c'est aussi de dire à Arya vas-y petite, va le zigouiller. Donc tout est lié à Arya dans cet épisode. Quand on en a vu bien évidemment la conclusion avant, hein, c'est difficile de l'imaginer. Enfin, une autre discussion très intéressante dans les cryptes, c'est celle entre Sansa et Tyrion. Il y en a plusieurs. Il y a la première où Tyrion se plaint du fait de ne pas être sur le terrain. D'ailleurs, il évoque la bataille de Hanera, qui est son grand fait d'armes. Il faut d'ailleurs reconnaître que pendant la bataille de Hanera, Tyrion avait été exceptionnel. Là, il ronge un peu son frein. Missandei d'ailleurs explique que sans Daenerys, ils seraient tous morts, ce qui est possible. Voilà, et on a ensuite une scène très réussie entre Tyrion et Sansa qui fait référence bien évidemment à leur mariage passé, à leur affection. Hein. Les deux personnages ont une affection très forte, et ce depuis finalement presque le début de la série. En tout cas, ça commence vraiment dans la saison 2, quand Tyrion est main du roi et qu'il prend la défense de Sansa, quand Geoffrey est en train de l'humilier dans la salle du trône, notamment. C'est à partir de là, hein, je pense que le respect mutuel est très fort entre les deux. C'est une très belle scène. Pour moi, ça laissait augurer la mort de Tyrion dans les secondes qui allaient suivre, mais pas du tout. Voilà, et on est à 32 minutes d'épisode, quand soudain arrive le Night King. Merci Kerr. Et du coup, eh bien, on passe tout de suite donc à l'attaque, en tout cas entre le Roi de la Nuit et Jon et Daenerys. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors, plusieurs personnes pourraient se demander, mais pourquoi est-ce que le Roi de la Nuit, qui vient d'avoir un dragon, est capable de mettre la pige à du coup Jon et Daenerys, tous les deux? Bah, en fait, quelques suppositions. Lui contrôle chaque écaille du dragon, alors que les autres ne font que monter dessus en leur donnant des indications. La deuxième réponse, c'est d'imaginer aussi que Jon et Daenerys ont très peur qu'à n'importe quel moment ils décochent un coup de javelot. Évidemment, ça pourrait être un élément. Et puis aussi parce que lui n'a pas de problème de vision dans l'ouragan. On peut imaginer qu'il l'a créé, et donc il peut se cacher, en sortir. On voit également qu'il n'a pas l'air d'attaquer
Jon, il attaque Daenerys. C'est le dragon, c'est Drogon qui l'attaque. Donc on pourrait supposer que c'est le dragon le plus puissant, ou peut-être la cavalière de dragon la plus puissante. En tout cas, c'est d'abord Daenerys qui l'attaque. Ensuite, donc du coup, Daenerys et donc les dragons s'attaquent. Belle prise à la gorge pour pouvoir calmer ses ardeurs enflammées. Et là, on voit donc le roi de la nuit qui tombe. Alors c'est en mode les mecs, moi je suis relax, je m'en fous, je suis indestructible. Donc il est vraiment limite sur un transat dans les airs. Et à ce moment-là, donc on voit Daenerys qui réussit à le brûler en faisant le fameux Dracarys. Ça y est, je te tiens, tout notre plan a marché, on va te brûler. Et encore une fois, l'espoir est cassé car le froid du roi de la nuit est bien plus fort que la glace, que le feu des dragons. Vous m'aurez compris. Et là, donc on a Jon qui est derrière lui, donc qui est le ninja le moins vraiment le moins subtil qu'on ait vu, qui du coup, donc le roi de la nuit le sent, se retourne, le roi de la nuit relève les troupes. Alors c'est un moment qu'on attendait énormément, à quel moment il allait relever les troupes, est-ce que ce serait au fur et à mesure ou est-ce que ce serait à la fin de la bataille? On a la sensation vraiment que là, il pense avoir gagné, les dragons ne lui font rien, il a même un rictus de sourire, première fois qu'il présente la moindre émotion, donc il a un sourire, et donc on peut imaginer que ça y est, il pense avoir définitivement gagné la bataille. Alors, on en parlera plus tard, mais bizarre à lui de se présenter, en fait, de se mettre dans les troupes et de potentiellement prendre des coups. Mais vraiment, là, je pense que ça montre à quel point il pense avoir gagné. Alors le transat du Night King, je m'y attendais pas du tout, Greg. Alors passons maintenant à la partie du bois sacré. En effet, alors à ce moment-là dans l'épisode, c'est un petit peu le chaos, hein. L'ami Jorah Mormont se fait empaler dans tous les sens en essayant de protéger Daenerys. Sur les remparts, il ne reste quasiment que les héros de la série. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, hein. Bon, voilà, on aurait aimé quand même qu'il y ait un peu plus de personnages, l'histoire que ce soit un poil plus crédible. Jon, lui, est dans la cour en train de se battre avec Viserion. On en reparlera après. Et dans le bois sacré, alors dans le bois sacré, on rappelle le plan. Donc c'est Bran au milieu, Théon et les Fernets qui sont là pour le protéger. Et bien évidemment, le but est de faire venir le Night King. Alors Bran doit avoir un plan parce que s'il n'a pas de plan, c'est légèrement du suicide, hein, soyons honnêtes. Il y a des discussions intéressantes au cours de l'épisode entre Théon et Bran. Elles sont peu nombreuses puisque Bran, il parle peu. Mais par exemple, Bran dit quelque chose de très intéressant. Il dit à Théon que tu es à la maison. Et c'est vraiment finalement l'excuse totale pour l'ami Théon, parce qu'il a déjà été excusé, hein, par Jon à la fin de la saison 7 quand tu lui dis qu'il est autant un Stark qu'un Greyjoy. Là, étant donné que Théon a simulé la mort de Bran mais tué des innocents, l'excuse de Bran est quand même très importante. Théon, on comprend que le bois sacré risque d'être sacrément compliqué pour lui. Il y a, avant qu'il décède, ces petits mots de Bran qui lui dit que c'est un homme bon, un homme valeureux. Ça, c'était très chouette aussi. Mais avant de parler de la mort de Théon, je voulais juste revenir sur un élément, c'est que fait Bran pendant l'épisode. On le voit à un moment donné, il dit à l'ami Théon, je m'en vais quelques instants, ne bouge pas mon cher ami, et il passe en zoomant. Mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à vous demander ce que fait Bran dans l'épisode. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est AFK, il y a même des mèmes qui apparaissent. On sait pas. Voilà, c'est un des grands mystères. Est-ce que Bran observe la bataille? Est-ce qu'il s'assure que Arya est bien encore en vie, etc., que tout se passe bien? On peut imaginer que ça. Dans les faits, il n'y a pas d'intervention de différents animaux, comme tu l'espérais, et tu l'as dit avant, mon cher Greg. Donc voilà. Bon, revenons à l'ami Théon. Théon, il passe, hein. Sa mort m'a assez peu touché, alors que le personnage... C'est un personnage qui me touche vraiment beaucoup depuis longtemps, et notamment dans l'épisode précédent. Je pense que le fait que cette mort ne nous ait pas touché, c'est l'intensité et toute la pression qu'il y a dans cette scène quand tous les marcheurs blancs arrivent dans le bois avec le Night King et qu'ils commencent à faire face à Bran qui est tout seul. Vite, mon cher Bran, roule. Mais ça ne sera pas utile puisque Arya arrive. Et j'ai pas besoin de vous rappeler que Arya zigouille le Night King à la surprise générale. D'ailleurs, le saut d'Arya, vraiment hyper épique,
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a beaucoup de gens qui ont tiqué sur le fait que bah, ça tenait pas debout. En fait, bah si, complètement. Le truc d'Arya, c'est sa formation à Bravos lui a permis d'apprendre à se battre particulièrement bien, en plus de ce qu'elle avait déjà appris avec les Stark et avec malheureusement les différentes errances de la vie, etc. Mais ça lui a appris aussi à encaisser des coups, ça lui a appris à changer de visage, mais ça lui a énormément appris aussi à se déplacer sans se faire remarquer. C'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. D'ailleurs, dans l'épisode 1, John ne l'avait pas entendu arriver dans le bois sacré. Là, elle refait la même, sauf qu'elle ne fait pas la même chose qu'à John. Elle ne lui saute pas vraiment dans les bras pour lui faire un câlin, mais plutôt pour le trucider. Le Night King y passe. Petite anecdote tout de même. La dague qu'utilise Arya, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un couteau à beurre de Ikea, c'est la dague qui avait été utilisée par l'assassin envoyé par Littlefinger pour tuer Bran, récupérée par Catelyn, celle qui avait été servie pour accuser Tyrion, parce qu'avant elle lui appartenait, celle qu'Arya a récupérée et qu'Arya a utilisée pour tuer Littlefinger. Bref, c'est un personnage secondaire, cette dague qu'on voit presque plus que Ghost, malheureusement. Donc voilà, alors les marchands blancs, c'est terminé. Au même moment, notons quand même que dans la cour de Winterfell, on a l'ami Jon qui, dans son combat acharné contre Viserion, au moment où le Night King meurt, il se relève et il fait face à Viserion en mode « je vais mourir ». Donc vrai gros suicide de Jon. Et vous êtes nombreux à ne pas comprendre, et je me rejoins pleinement à vous. C'était plutôt pour le style, je pense. Et c'est aussi, c'est la fin de l'épisode. Jorah Mormont meurt dans les bras de Daenerys. C'était la fin du parcours de ce bon Jorah. Sale nuit, j'ai envie de dire, pour les Mormons. Oui, voilà. Et enfin, on termine avec Mélisandre. Mélisandre qui s'en va au petit matin. Elle a rempli sa mission. Sa mission, c'était de guider Arya dans cette bataille, s'assurer qu'Arya arrive à tuer le Night King. Elle enlève ce collier qui lui donnait tous ses pouvoirs et toute sa beauté, qui lui permettait à Mélisandre de ressembler à deux gouttes d'eau à l'actrice Carice Van Houten. Ça tombe bien. Et elle redevient vieille sorcière et elle s'évapore sur la glace. Vous avez vu l'épisode, mais j'avais envie de vous le redire. Ce plan est magnifique. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'on va débattre de cette mort des marchands blancs. Alors, bonne chose ou pas? Et du coup, on vous l'avait dit en début de vidéo, là on va vous parler un peu des marchands blancs. Quelle déception, enfin franchement, je n'ai pas d'autre mot, quelle déception de l'utilisation des marchands blancs comme ça. C'est-à-dire qu'on pensait, on avait fait des vidéos pour théoriser, il y a ce fameux très grand nord qui est une zone où laquelle on n'a rien vu, on a juste vu un moment où le roi de la nuit transformait un des bébés de Craster. On a vraiment, où où on voyait qu'ils avaient un hôtel, on voyait même qu'il y avait l'endroit où ils sont, il y a une certaine... on va dire, il y a une certaine terraformation, c'est fait pour leur vie à eux. Qui sont-ils? Comment sont-ils là? En fait, les marchands blancs vont se résumer aux quelques scènes qu'on a vues, c'est-à-dire le roi de la nuit est une création des enfants de la forêt et il revient pour se venger. Ok, mais pourquoi maintenant? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça des milliers d'années avant, 1000 années avant? Pourquoi il n'a pas fait ça 200 ans avant? Pourquoi à ce moment précisément, là maintenant? Il y avait déjà des corneilles, Brandy qui avait déjà eu des corneilles qu'il avait essayé de tuer. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il avance? C'est très étrange de ne pas avoir de réponse. Car vous en parlera même plus un peu après, mais il y a l'impression qu'on nous ment, on nous spoilie, en tout cas qu'on nous cache des trucs parce que peut-être qu'il y aura un spin-off ou tout simplement que George R. R. Martin n'a pas donné cette information au créateur de la série et que du coup il ne voulait pas le trahir, mais c'est fondamentalement une vraie déception que de ne pas savoir parce que dans les livres ils ont une langue, ils ont une langue, donc ils ont une culture. On ne sait rien, on ne sait rien. La série l'a juste pris comme vraiment, c'est une image de la mort inéluctable qui arrive, c'est l'hiver, tout ce que vous voulez. Mais du coup, on s'est retrouvé face à un méchant qui avait pour raison d'être méchant. Voilà, il est méchant parce que c'était la raison pour laquelle il a été créé. Il était en train de se venger du monde des vivants, et c'est tout. Et ça, c'est incroyablement décevant. Et puis on sent qu'il aurait des trucs à nous dire, on sent qu'il aurait des trucs à nous apprendre.
il fallait juste lui donner une raison. Là, il suffisait juste. Et c'est aussi ma remarque sur Bran. Et Bran n'a eu aucune vision de cette saison 8. C'est-à-dire qu'en fait, c'est censé être la mémoire de l'histoire des hommes. Et la mémoire de l'histoire des hommes, en 3 épisodes, n'est pas fichue de nous donner un seul flashback. C'est vraiment dommage. Je suis extrêmement déçu de l'utilisation des marcheurs blancs. Le plan du Roi de la Nuit, du coup, c'est d'arriver et de juste s'exposer, alors que si lui meurt, tout le monde meurt. Pourquoi n'est-il pas resté gentiment en retrait ? C'est vraiment un espèce de péché d'orgueil, mais il a ses fils, il a ses frères, ou je sais pas comment il les appelle, qui peuvent du coup tuer Bran. C'est incroyablement idiot de sa part, alors qu'il a été extrêmement malin tout le long de la série. Donc vraiment, les marcheurs blancs, je ne peux vous exprimer que ma déception. Voilà. Même leur armée, on s'attendait à avoir. Alors dans les bouquins, je crois qu'il est teasé qu'ils ont des araignées. Bon là, il n'y en a pas. On a vu un ours polaire qui était présent dans l'épisode précédent. Il n'y en a pas. Même leur armée, elle est réduite à son plus simple par pareil. C'est World War Z sans Brad Pitt. Et du coup, j'en suis un peu déçu. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher K? Bah moi je pense que tu as à peu près tout dit hein, sur la question. Je te rejoins sur le côté un petit peu déception. Euh, c'est un peu trop simple. Le Night King est vraiment transformé, comme tu le disais, en grand méchant avec un but finalement assez quelconque. La spirale, pareil, une explication qui n'en est pas vraiment une. Dans la vidéo des 19 théories, j'avais évoqué cette possibilité qui ne nous donne pas d'explication finalement sur de nombreux points des marcheurs blancs pour les garder sous la main pour le spin-off The Long Night, enfin qui s'appelle pas comme ça, hein, c'est le nom temporaire. Euh, j'ai envie de dire, mais oui, mais même ce spin-off, hein, cette fin des marchands blancs, ça met un coup à ce spin-off parce que faire un spin-off sur l'éclosion des marchands blancs, c'est bien, ça va être intéressant incontestablement, et puis je le regarderai avec un immense plaisir, sans aucun doute. Mais on sait comment ils terminent les marchands blancs. Ils se prennent un coup de dague d'Arya dans un buisson. Donc c'est un petit peu décevant. Ceci étant dit, je comprends la démarche. C'est Game of Thrones, c'est vraiment toute la promo, comme on le disait dans la vidéo théorie qui s'appelle, d'ailleurs si vous voulez la regarder, ça s'appelle La fin des marchands blancs, où fin mars on vous avait dit que bah, nous on pensait que les marchands blancs allaient y passer dans cet épisode. On avait expliqué que dans la promo, c'était vraiment le trône de fer qui était au centre de l'attention. C'est pas pour rien qu'ils ont fait des affiches avec tous les personnages posés sur le trône. Or, tant qu'il y a les marchands blancs, il n'y a plus de question de trône. Cersei est au chaud, tranquillou, à Port-Réal. Donc il fallait régler ce problème. Je comprends, c'est vrai que c'est expéditif, mais en même temps on est dans la saison finale. Alors avant de conclure, un petit mot quand même sur les différentes victimes de cet épisode. Elles se comptent en personnages majeurs, hein, parce que sinon elles se comptent en milliers. Mais elles se comptent au nombre de 7 parmi les personnages de la série. On rappelle, le premier à être passé, c'est Ed la douleur, qui au final portait plutôt bien son nom. Lyanna Mormont, hein, qui s'est fait écrabouiller par le géant avant d'être relevée. D'ailleurs, quand Lyanna se relève, moi j'ai trouvé ça terrible. Beric Dondarrion y est passé également. Théon, Jorah et Mélisandre. Et puis le 7e, c'est qui? C'est le Night King. On avait promis un petite analyse, mais en fait je me rends compte que dans la vidéo on l'a un peu faite, hein. On rappelle quand même que dans cette liste il manque quand même des personnages vraiment majeur. La série a décidé de ne pas en sacrifier dans la bataille de Winterfell, probablement parce que chacun a un grand rôle à jouer dans la suite de la saison, et notamment dans les intrigues politiques avec Cersei. C'est vrai que par exemple le fait que Tyrion et Jaime soient toujours en vie, ça change un petit peu tout. Le fait que Jon et Daenerys et Sansa soient là également pour cette espèce de lutte pour le pouvoir. Donc c'est somme toute très cohérent. Il y a un personnage qui a survécu et franchement, moi j'aurais pas misé un centime dessus. C'est Vergris, il va donc pouvoir retrouver sa Missandei. Alors que Sansa sera privée de son Théon. Merci Kerr de cette analyse des morts. Alors évidemment, le monde des vivants, lui, va reprendre gentiment son cours, c'est-à-dire de s'entretuer, parce que visiblement, les hommes n'ont rien de mieux à faire du côté de Westeros, vous pourrez me dire de notre monde aussi. Et évidemment, là, le but, ça va être de récupérer, en tout cas le but de Daenerys, va être de récupérer le trône de fer avec des troupes qui sont beaucoup plus maigres, parce que quand on fait un point sur les troupes, il n'y a plus de Dothraki, en tout cas il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup d'Immaculés, et donc du coup on va se retrouver avec une Daenerys
bien à poil par rapport à ce qu'elle a amené. Alors effectivement, elle a encore la chance et l'appui dragonal, comme on dit de par chez moi, mais c'est quelque chose qui risque de faire des étincelles, comme on dit. En tout cas, c'est un pan entier. C'est peut-être le pan surnaturel de Game of Thrones qui vient de sauter. Parce que même un dragon qui attaque Port-Réal est la seule zone qui a de l'anti-air, hein, on le rappelle, avec les scorpions, les balistes. Donc, c'est une suite de Game of Thrones qui suit son titre, qui suit sa promotion. Nous suivrons qui ira sur le trône, et la série nous rappelle de cette manière-là que c'est vraiment le but de ces 8 saisons. Donc j'ai envie de dire, j'ai hâte de savoir. Il y a un teaser, il y a une preview vient d'être sortie par HBO. On vous en fait l'analyse demain. N'hésitez pas à la regarder. En tout cas, des bisous à tous. Kerr, je te laisse faire la conclusion. Ciao, ciao. Eh ben moi, mon mot de la fin, ça va être merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des vrais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, notamment sur Twitter, à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne. Oui, ça nous aide. Et puis aussi, discuter avec nous dans les commentaires. C'est vachement intéressant toute la semaine de voir vos différentes théories, vos réactions. On réagit autant que faire se peut. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes allé au bout de la vidéo, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à tous et à toutes, une bonne fin de journée. Ciao.